Merci pour cette introduction. Je voudrais commencer par remercier Grégory Nino de m'avoir invité. Alors c'est vrai que peut-être ce domaine de l'informatique paraît un petit peu atypique dans le programme que vous allez avoir au cours de ces 3 jours de séminaire, de conférences. C'est vrai que nous, informaticiens, normalement, ça marche quand on ne nous voit pas. Donc je vais essayer de me montrer un petit peu et de montrer ce qu'on peut faire, mais tout en vous disant que en même temps, on est un peu partout et un peu nulle part, puisque c'est pas une fin en soi de faire de l'informatique, c'est pas une fin en soi de traiter des données. C'est un petit peu ce que je vais présenter dans cet exposé, mais voilà, on est en support de toutes les activités que vous pouvez avoir. Donc effectivement, le focus que je vais essayer de donner à cette présentation, c'est un focus lié aux données. Alors on pourrait faire des présentations sur comment le numérique de manière générale et l'informatique peut-être de manière plus particulière peut sous-tendre les activités liées à la recherche sur les interventions non médicamenteuses. Mais ce focus-là, je l'ai choisi d'abord parce que c'est un peu ce que je connais le mieux, mais aussi parce que je pense que c'est ce qui fait le lien entre tout le numérique que vous allez pouvoir avoir sous les activités des INM, depuis des choses très technologiques dans les capteurs de biologie, de physiologie, d'activités même humaines et cognitives, jusqu'à un traitement qui peut servir les économistes, les décideurs, mais aussi les professionnels de santé de manière plus générale. Alors, c'est vrai que cette donnée aussi, on l'annonce comme étant le nouveau pétrole, et on y associe des noms qu'on trouvait avant dans d'autres domaines. Donc on traite des données brutes ou des données raffinées. On essaye, nous, de les raffiner, on essaye de les traiter et de suivre une chaîne, des lignes de produits, des chaînes de traitement qui font que depuis la capture de la donnée jusqu'aux architectures et jusqu'à la décision, jusqu'à l'utilisation de cette donnée, on puisse faire des choses. Alors, de manière générale, les informaticiens, ils ont toujours, quand ils vous parlent ou quand ils travaillent, finalement, ils reprennent des choses, des termes et des façons d'envisager les problématiques qu'ils traitent, qu'on pourrait presque associer à ce qui se fait quand on construit une maison ou même quand on construit une ville. Et c'est vrai que nous, on construit des architectures, on urbanise nos systèmes, de sorte que cette donnée, elle puisse alimenter, elle puisse être extraite et alimenter toutes les étapes d'un processus lié aux INM ou de manière générale lié à un traitement. Et du coup, il se passe dans le traitement de nos données ce qui pourrait se passer chez vous quand vous rangez vos affaires et quand on réfléchit à traiter la donnée, on réfléchit un petit peu comme vous. Quand vous rangez vos affaires de ski, je pense que vous ne les rangez pas au même endroit que l'endroit où vous mettez votre salière dont vous servez potentiellement tous les jours. Et voilà, et ça fait partie des réflexions qu'on a, ça fait partie des choses que les informaticiens, quand ils travaillent avec vous, vont vous poser comme question, ils vont s'interroger avec vous d'où vient la donnée, quelle tête elle a et à quoi elle va vous servir et quelle tête on doit lui donner pour qu'elle vous serve. Alors pour ça, on s'appuie beaucoup sur nos amis mathématiciens dont on ne prend pas le métier, mais on essaye d'organiser leurs bonnes idées, leurs bonnes équations pour pouvoir ranger la donnée au bon endroit, de sorte à la récupérer et à la traiter et à ressortir les résultats qui peuvent aussi ressortir. Il y a de plus en plus de réflexions entre nous sur qu'est-ce qu'on fait de la donnée et en lien avec évidemment les activités fonctionnelles qu'elle doit avoir, cette donnée, à quoi elle sert et quand elle sert à qui. Est-ce qu'elle va servir parce qu'elle va être potentiellement quelque chose qu'on peut avoir besoin de retrouver dans 50, 60, 70 ou 100 ans? Est-ce que c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, dont on va se servir tous les jours, mais est-ce qu'on va s'en servir pour accéder à la donnée, pour la lire, ou est-ce qu'on va s'en servir pour l'écrire? Eh bien ça, on n'a pas les mêmes façons d'organiser les traitements informatiques selon les réponses à ces questions, et parfois, il est bien difficile de répondre à cette question. Je pense que vous faites partie des personnes dont les activités font qu'on stocke de plus en plus de données et on ne sait pas très bien à quoi elle va servir. Donc il y a aussi une grosse réflexion à avoir sur ce plan-là, mais nous, en tout cas, c'est des choses qui sont passionnantes à la fois pour les chercheurs, mais même pour les entreprises du numérique. Il y a beaucoup d'usages d'ailleurs sur les stands, des choses qu'on retrouve par rapport à ça.
Alors du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des données qu'on va collecter et qu'on va traiter de manière brute. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Puis on va se poser des questions aussi d'organisation, et d'organisation à quel niveau on doit pouvoir accéder à cette donnée. Il y a un enjeu dont je parlerai tout à l'heure aussi, c'est la préservation de la vie privée. Accéder à plus ou moins gros niveau, gros maillage, je pense dans l'ouverture des données, c'est ce qui est aussi en jeu. À la donnée, ça fait partie des réflexions. Si en plus je vous donne à traiter ou à lire, si je restitue avec un processus informatique des données à un niveau de granularité qui ne vous intéresse pas, si par exemple les résultats que je propose sont beaucoup trop généralistes, généraux, et que du coup vous les connaissez déjà, les dépenses sont trop élevées, ce genre de choses, mais il n'y aura pas assez de détails pour que vous puissiez travailler. Si on restitue, nous, informaticiens ou statisticiens, la donnée à un niveau trop bas dans la granularité, alors on est perdu dans les résultats. Et puis parfois, comme on n'est pas toujours très à l'écoute des demandes et des besoins, ou parce qu'on ne sait pas y répondre, c'est pas tant qu'on n'écoute pas, mais aussi souvent c'est parce qu'on ne sait pas trop faire encore, parfois un informaticien peut vous traiter de la donnée et malheureusement vous avoir généré plus de résultats que la donnée que vous aviez avant. Donc on nous répond parfois que autant rien faire que faire ce qu'on fait. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les enjeux liés à la donnée, c'est ça qui nous intéresse. L'aspect de coffre de données est de plus en plus pris en compte. Alors ça c'est effectivement un gros domaine pour les enjeux liés à la santé. Et aussi, évidemment, vous pouvez vous en douter sur les enjeux liés à l'économie, au système bancaire, mais je pense que là, il y a aussi des réflexions à mener sur la chaîne de traitement en lien aux INM, où doit être la donnée, quelle est la donnée à protéger en termes de sécurité, et quelles sont celles à restituer, à montrer. Les entrepôts de données, là, le Data Warehouses qui est au milieu, c'est le support aux décisions. C'est-à-dire comment est-ce que j'organise la donnée pour vous créer des tableaux de bord, des croisements de données qui font qu'à un moment, quelque chose qui fait partie de votre métier, que moi je ne connais pas, je ne connais pas les métiers ou pas encore assez bien, mais ces croisements-là peuvent à un moment vous donner à voir des choses qui sont intéressantes. Il se passe quand même pas mal de choses et on est de plus en plus, nous tous, connectés à cette donnée et on nous aide. Alors, enseignants-chercheurs, nous, on sait qu'on a publié des données, publiées au sens où elles sont quelque part. Donc, PubMed est un bon exemple de données qui nous est potentiellement accessible avec différents niveaux. On peut soit accéder juste à ce qu'on appelle la métadonnée, la donnée sur la donnée. Donc, on sait juste que quelque chose existe. On n'a pas accès au contenu, ou au contraire, on peut avoir accès à la fois au fait que ça existe, mais existe également au contenu. Et puis, des choses que nous, informaticiens, on aime de plus en plus, c'est les API, c'est-à-dire comme un urbaniste pourrait connecter des éléments d'une ville avec une route, voire une autoroute, et réfléchir justement à la route qu'il faut. Eh bien, nous, on réfléchit aux routes qu'il faut mettre entre les différents composants qui utilisent de la donnée ou qui en produisent. Et donc, les producteurs de données nous mettent à disposition ce qu'on appelle, notamment sur les applications web, des web services qui font que des petits robots, depuis nos applications, vont pouvoir se promener, alors souvent avec un but, parce qu'on connaît l'adresse où aller, et puis récupérer de la donnée. Et cette donnée, du coup, elle devient une donnée externe qu'on peut exploiter, alors avec des aspects juridiques à regarder, mais c'est de plus en plus normal d'ouvrir ces données. Ces données, elles peuvent avoir différentes formes. J'ai parlé tout à l'heure de la façon qu'on pouvait avoir d'organiser les données. Est-ce qu'il faut la mettre plutôt loin parce qu'on n'en a pas besoin souvent, ou est-ce qu'il faut la rapprocher de nous? On se pose aussi des questions sur quelle tête a la donnée, comme je disais tout à l'heure. Certaines données, on dit qu'elles sont... c'est un D au lieu du S, j'ai fait une coquille, mais elles sont structurées au sens où, comme des données, par exemple, d'expression de gènes sur des applications plus biologiques, et chaque gène a un niveau d'expression, chaque colonne, on sait ce que c'est. Vous auriez pu le mettre dans un fichier Excel ou moi dans une base de données avec des colonnes. C'est quelque chose d'assez, finalement, qu'on arrive de plus en plus à traiter sur des volumétries absolument gigantesques maintenant. Ça ne nous pose pas trop de problèmes. Les données non structurées, c'est à l'inverse, des données sur lesquelles
Si je vous donne un fichier Excel, vous auriez bien du mal à savoir décomposer les données en colonnes, et l'exemple, c'est le texte. Hein, et de plus en plus d'informations, maintenant, sont non structurées dans nos échanges. Alors, à la fois parce qu'on ne veut plus s'embêter et on n'arrive plus à faire s'embêter les utilisateurs à structurer leurs données, et aussi parce que les technologies deviennent de plus en plus matures, et à l'intérieur d'une donnée que vous pourriez penser non structurée, finalement, nous, on essaye, je ne dis pas qu'on réussit, mais on essaye et on fait des choses qui tendent à aller chercher des structures à l'intérieur, et après, du coup, on arrive à s'en sortir. Alors, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de plus en plus d'avoir accès à ce qu'on appelle des données semi-structurées et d'organiser les données de la sorte. Semi-structuré, ça veut dire à la fois l'information, on va la structurer, on va lui donner une forme qui fait qu'on pourrait dire, voilà, ça c'est l'information sur telle catégorie, sous-catégorie de ce qu'il y a dans votre donnée, ça c'est la deuxième composante liée à votre donnée, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces composantes? Vous n'aviez pas besoin de le définir à l'avance. Et vous pouvez à la volée redéfinir la tête qu'on vous donne. Et on arrivera à le traiter. Alors le traiter, pour l'informaticien, c'est juste quand on arrive à le faire traiter par un ordinateur. Hein. Ça ne veut pas dire que le résultat vous satisfait toujours, mais on s'y attache. Et voilà ce qu'un ordinateur peut récupérer comme données. Et là, il est super content. D'accord? Donc nous, on ne voit rien. Mais c'était un petit peu pour vous montrer que c'est là aussi où la discussion est intéressante et parfois difficile. C'est la complexité de cette discussion entre informaticiens et les métiers avec lesquels on travaille, c'est que ce qui nous paraît, nous, facile, vous paraît souvent difficile, et inversement. Et on a du mal à discuter et à se comprendre, et du coup à avoir le bon niveau de conversation, parce que ce qui nous, du coup, va potentiellement nous inquiéter, ou pas du tout nous inquiéter, et du coup on n'y passe pas beaucoup de temps, et on devrait, ça crée des gaps entre nous en support des métiers et les métiers qui sont intéressants. Alors en fait, si on regardait de plus près dans ces données, je dois remercier Florian et Johanna pour les avoir fournis. Si on regardait de plus près dans ces données, on s'apercevrait qu'il y a des informations sur quelles sont quelle est une information sur une étude qui a été réalisée. Et vous voyez, en fait, alors c'est pas très poétique, hein, mais vous voyez en fait qu'il y a des choses qui sont, d'une date, 2 points, et puis on a l'information. Et du coup, voilà, ce qui est en train de se passer actuellement sur l'ouverture des données, sur la publication de toutes ces informations, est en train de vraiment révolutionner la façon qu'on va pouvoir avoir de savoir ce qui se passe, de détecter des tendances et d'aller chercher dans ces données sur le web. On peut être n'importe où dans le monde et avoir une connaissance de ce qui se passe ailleurs, et ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé, et potentiellement, si on rêve, d'essayer de prédire des choses. Alors, il y a plein de mots à la mode autour de ça. Je pense que vous avez tous entendu le mot Big Data. Est-ce que c'est des applications Big Data? Je ne sais pas trop quoi répondre, mais j'ai essayé de me poser la question, puisque c'est le mot à la mode qu'il faut mettre partout pour exister. Si on reprend la définition de Big Data, c'est 3 ou 4 V que vous avez peut-être déjà vu. Hein, l'informaticien, quand il parle de Big Data, pas que dans les journaux, c'est pour dire, voilà, actuellement, ce qui se passe dans la donnée, ce qu'on pourrait qualifier d'évolution, peut-être pas de révolution, mais d'évolution, c'est qu'on a effectivement de plus en plus de volume, mais bon, ça, les banques, les systèmes, les gros systèmes, les grosses machines savent traiter des millions, des centaines de millions, des milliards de transactions bancaires depuis des dizaines d'années, et personne ne s'en était vraiment préoccupé. Hein. Les passages en caisse sont tous enregistrés, ça fait des volumétries absolument gigantesques. C'est pas vraiment que là le problème. Hein. Le big en français, c'est vrai qu'on retient le mot volume, c'est pas ça qui fait le volume. La volumétrie plate comme ça, où un client achète un produit sur des millions d'enregistrements, je ne dis pas que je sais faire, mais certains savent faire. Des grands acteurs de l'informatique, ils savent faire. Est-ce que c'est le fait que la donnée, maintenant, arrive sur des flux d'informations, et puis de plus en plus, et voilà, on n'arrête pas la donnée, maintenant. Hein, elle passe devant nous, on ne peut plus tout stocker, tout traiter en temps réel. Est-ce que c'est son hétérogénéité?
C'est un peu de tout ça, en fait. C'est un peu tout ça qui fait le big data. Ce qui se passe actuellement, c'est que non seulement on a envie, mais on est assez mûr au niveau des technologies pour coupler ces composantes-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut, oui, traiter tout ce qui passe et ce qui ne repassera pas, c'est ça le flux de données, ça passe une fois et c'est fini. Traiter son hétérogénéité, j'ai parlé de format fichier de texte, de format très structuré, de coupler des données cliniques avec des données physiologiques, avec des données économiques, avec des données externes du type, je ne sais pas, la météo, l'information qu'on a sur l'actualité d'un pays, etc., ou d'une zone. Et c'est ce croisement de finalement ce qui commençait à plus trop nous poser de problèmes pris individuellement, qui fait que là, pour le coup, le chercheur, il commence à avoir des choses assez sympathiques à regarder parce que là, on ne sait plus faire. Alors, on a besoin de choses qu'on connaissait depuis 10 ou 20 ans sur les entrepôts de données, sur les bases de données décisionnelles, mais là, ça prend une toute autre dimension quand on parle de sous-tendre des métiers comme des études sur les interventions non médicamenteuses. Et l'une des premières choses, quand je vous ai dit maintenant pour l'informaticien, c'est facile, on fait le petit robot, on va sur Internet, puis on va chercher les données, sauf qu'il est fort probable que les données, quand on va les accéder, eh bien, elles ne seront pas pareilles que celles que vous aviez à un autre endroit. J'ai mis cette petite illustration où finalement, il y a 3 façons de dire l'heure ou de savoir à peu près quel temps il nous reste ou il ne nous reste pas sur l'intervention. Mais voilà, c'est très représentatif des problèmes qu'on traite au quotidien quand on traite des données pour l'informatique. Et une fois qu'on a ça, finalement, je vous ai dit, OK, on va les analyser, mais on va s'appuyer sur plein de choses. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qui sont faciles, des choses qu'on annonce et qui ne sont pas si faciles que ça à faire. Alors, ne serait-ce que visualiser l'information, c'est un champ, c'est un domaine, un sous-domaine de l'informatique en soi. Alors, de l'informatique plus d'autres gens qui viennent des sciences cognitives, des statistiques et de plein d'autres domaines, mais c'est une communauté en soi, une grosse communauté au niveau international qui se préoccupe de comment est-ce qu'on montre l'information, comment on la restitue. Donc tous ces mots-là qui semblent faciles et qu'on prend en compte, eh bien, ils ne sont pas si faciles que ça. Classer, segmenter, extraire des patterns, on va avoir envie et besoin de profiler, de savoir de quel type est tel ou tel patient, de quel type est telle ou telle approche, quel est le danger éventuellement, quels sont les risques associés, d'avoir des calculs de distance entre un patient et d'autres pour savoir s'il est plutôt en train de se tourner vers tel comportement que d'autres patients ont eu avant lui, ou est-ce que c'est plutôt un autre comportement, ou est-ce qu'il rejoint le comportement général. Ça, c'est à la fois facile parce qu'on pourrait dire les algorithmes, ils sont prêts, ils sont dans les tiroirs depuis quelque temps, et puis ça devient difficile quand on croise les informations dont je vous ai parlé juste avant. La préservation de la vie privée, c'est aussi un problème en soi parce que parfois, même avec la meilleure volonté du monde, même en anonymisant les données, eh bien, elles ne sont pas anonymes. Il y a eu plein d'histoires comme ça et ça a été démontré de manière mathématique que quand on multiplie des choses qui sont générales, je suis juste en train de parler d'une femme, elle a fait un exposé dans une conférence, etc. Eh bien, en 2 voire quelques indices, je peux resserrer sur le nombre de personnes de manière absolument phénoménale. Donc ne croyez pas que juste en anonymisant, c'est facile, mais ça, je pense que vous êtes déjà tous mieux au courant que moi. C'est juste pour vous dire que c'est des choses que les informaticiens essayent de mettre au point parce que ces croisements, ils nous posent encore plus de problèmes, parce qu'on va avoir plus d'indices. Donc le dernier pan, en fait, c'est pour dire que toutes ces choses, en fait, cette ouverture des données et le lien à l'analyse des données, ça porte un nom actuellement, ça s'appelle le web sémantique, où en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Internet qui avant connectait des personnes, ça continue à connecter des personnes, mais ça connecte aussi actuellement des ressources,
qui sont numériques, hein, des données, des objets connectés. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'Internet des objets, hein, toute cette connexion d'objets. Et maintenant, chaque petit device, chaque petite chose les personnes plus les matériels sont connectés, ont leur propre identifiant au niveau mondial. Donc ça va très loin. Ce qui fait que maintenant, finalement, le web, quand on le représente, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'à la fois, voilà, on a plein de ressources disponibles sur le web, mais surtout, elles sont en lien. Et c'est ça qu'on va pouvoir exploiter, notamment dans les INM. Donc, ça, une fois exploité, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de permettre à la machine de comprendre ce qu'il se passe. Donc, il y a eu plein de choses. Puis l'origine de l'intelligence artificielle pour essayer de faire comprendre à la machine des choses que nous, humains, on comprend bien. Alors, ce qu'il lui faut à la machine pour essayer de comprendre aussi bien que nous, c'est d'essayer d'utiliser les termes et de connecter les termes comme nous, on les connecte de manière naturelle. Je sais que INM, je sais ce que ça veut, je sais développer l'acronyme, je sais que derrière médicamenteux, il y a d'autres choses, que derrière non médicamenteux, il y a d'autres choses. Et donc, ce qu'on vous propose, et je vais finir avec ça, c'est d'essayer de nous aider. Alors, nous, informaticiens, c'est pas une légende, hein, on aime bien jouer. D'ailleurs, si vous voulez venir sur le stand Accept, on a des choses très, très sympathiques à vous montrer sur un casque neurofeedback qui nous permet de connaître votre activité cérébrale et de vous faire jouer à l'augmenter ou à essayer, au contraire, de vous mettre une phase de repos. Mais ce jeu de mots, en fait, l'idée, si vous vous connectez, et vous pourrez vous connecter à tout moment, hein, maintenant c'est ouvert, c'est que chacun, avec ses connaissances, participe à élaborer le dictionnaire et tout le lexique autour de ce que sont les interventions non médicamenteuses. De sorte que quand on va aller après, avec nos petits composants numériques, rechercher des choses et traiter de l'information, on puisse se repérer dans tout ce lexique, savoir ce qui est plutôt les mots généralistes, les mots plus spécifiques, ce qui a un lien d'homonymie, ce qui a un lien au contraire d'antonyme, et ce genre de choses qui nous permet après d'évoluer avec vous. Je vous remercie.